du rôle de l'Europe face à la question de l'immigration. Prendre la mer dans un bateau surchargé, c'est aller à la mort. Vous avez des centaines de personnes qui risquent leur vie et vous regardez le bateau échouer. Avec nous, la France protégera ses frontières. Être sans papier en France ici, c'est pas facile. S'il n'y a pas une solidarité européenne dans la répartition des demandeurs d'asile, c'est le chaos en Italie et en Grèce. Aujourd'hui, on a 700 000 travailleurs sans papier dans notre pays. Il faut les régulariser. Voulez-vous d'une Europe islamisée ou voulez-vous encore d'une Europe européenne? Immigration, à quoi sert l'Europe? Je rappelle le QR code, vous scannez avec le téléphone portable pour avoir le comparateur des programmes des différents candidats présents sur ce plateau des différentes têtes de liste. François-Xavier Bellamy, je reviens à vous avec une question extrêmement précise. Il y a déjà aux frontières de l'Europe plus de 2000 km de murs qui ont été construits. Ça représente 14% des frontières de l'Europe. Bruxelles, pour l'instant, ne participe pas complètement au financement de ces murs. Est-ce que vous êtes favorable au fait que l'Europe finance des murs, des barrières physiques à l'intérieur de son espace? Mais non seulement nous y sommes favorables, mais c'est nous qui avons porté cette proposition, c'est nous qui l'avons défendue au cours de ce mandat, contre la gauche, contre les Verts, contre les macronistes. C'est vous, Valérie Hayé, qui vous y opposiez avec détermination en disant que cette proposition était ignoble. Je vous cite, nous disons au contraire que c'est nécessaire. Il faut que partout où c'est pertinent, nos frontières extérieures soient défendues avec des infrastructures physiques, avec des murs, là où c'est indispensable. Parce que si nous ne le faisons pas, alors l'Europe restera dans cette situation d'impuissance où nous la voyons aujourd'hui, incapable de défendre ses frontières extérieures, soumise à l'utilisation de l'immigration par des puissances extérieures, des puissances étrangères sans scrupules, qui utilisent y compris des vies humaines comme des armes pour déstabiliser nos pays. On l'a vu avec Poutine et Loukachenko à la frontière de nos pays, on l'a vu avec Erdogan à la frontière de la Grèce, de la Bulgarie. Donc il faut évidemment protéger nos frontières. Et non seulement nous le disons, mais nous sommes les seuls qui pourront le faire. Parce que demain, la force politique que je représente aujourd'hui va être la première force politique en Europe, au Parlement européen, mais aussi autour de la table du Conseil, avec les chefs d'État, autour de la table de la Commission européenne. Nous aurons enfin la majorité dont nous avons besoin pour sortir de cette coalition de la gauche auquel les macronistes ont participé pour organiser notre Valérie va vous répondre. Et rompre avec ce projet terrible d'Emmanuel Macron qui consiste à répartir les migrants entrés illégalement sur le sol européen entre nos pays. C'est à ce projet que nous nous sommes opposés avec détermination. Mur ou pas? Donc, on va mettre un mur au milieu de la Méditerranée? Non, mais là où c'est pertinent, Valérie Hayé, vous savez très bien sur les frontières terrestres. Moi, j'ai une question simple à François-Xavier Bellamy. On a, ces dernières semaines, ces derniers mois, négocié de manière très dure au Parlement européen un pacte asile et migration. Votre groupe a voté ce pacte asile et migration. Une partie de notre groupe. D'ailleurs, le groupe socialiste a aussi voté le pacte asile et migration. Je l'ai voté. Je suis la seule ici à assumer d'avoir voté ces textes. Pourquoi c'est important? C'est que l'Europe, c'est la liberté de circulation au sein du marché. C'est ce qui permet à nos travailleurs transfrontaliers, les 500 000 Français qui travaillent en Italie, en Allemagne, en Espagne, de pouvoir circuler librement. Et c'est important. Sauf que pendant tant d'années aussi, on a négligé le renforcement des contrôles aux frontières. Et avec ce pacte asile et migration, pour la première fois, donc on va avoir des centres aux frontières, des zones tampons, dans lesquelles les migrants vont arriver. On va prendre leurs empreintes, on va prendre leur identité, on va faire des contrôles de santé. Mais les murs, Valérie Hayé, utiles ou pas? Mais je vous dis que la vraie bonne solution, c'est ce qu'on a mis en place avec le pacte asile et migration. Non, mais attendez. Vous êtes toujours hostile à l'idée qu'on construise des protections physiques. Je veux dire, on a mis en place un pacte asile et migration qui va D'ailleurs, permettre vous de pouvez le répéter véritablement 3 fois, mais ça ne renforcer répond pas à la question. les Il faut appeler contrôles M. Darmanin aux frontières. Mais vous allez donc, vous avec votre double frontière, vous allez mettre des murs. Mais je vais vous expliquer, on a vu que vous ne compreniez pas le sujet migratoire et ce que vivent les Français. Et c'est bien dommage d'ailleurs. La vraie bonne solution, la plus efficace, je le redis, c'est ce pacte. On va enregistrer les migrants. On va décider dans un temps très court s'ils peuvent ou pas accéder au territoire de l'Union européenne. Sur le sol européen. À la frontière. À l'entrée du sol européen. Vous ne voulez pas, comme la Grande-Bretagne, externaliser? Pas du tout. Non. On reste maître de nous-mêmes et des décisions que nous prenons. Et donc, si les migrants peuvent accéder au territoire de l'Union européenne, alors on les y accueille dans les meilleures conditions parce qu'ils bénéficient du droit d'asile. S'ils ne le peuvent pas, on les renvoie par bateau ou par avion dans leur pays d'origine. C'est complètement nouveau. On ne le faisait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on enregistre
on renforce le contrôle, et c'est ce qui permet l'équilibre. Et puis, on intègre aussi la solidarité. La solidarité. Aujourd'hui, la France assume d'accueillir une part importante des demandeurs d'asile. C'est la grandeur de la France et de l'Europe d'accueillir les demandeurs d'asile. Les femmes afghanes qui sont persécutées, par exemple. Les familles qui traumatisent. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui n'assument pas aussi leur part de protection au titre du droit d'asile. Et donc, la fameuse solidarité, c'est simplement de dire que les demandeurs d'asile qui viennent en France, eh ben, ils pourront demain être accueillis en Pologne, On vous entend en Hongrie, là-dessus et ou encore, pas de mur, je le souligne encore, vous dites que ce n'est pas utile. Non mais que Jordan vous Bardella. osiez, madame, nous parler à 15 jours des élections, de contrôle en matière d'immigration, alors que vous avez franchi 1 à 1 en 2023 tous les records d'immigration légale et illégale, mais je tombe de ma chaise. Le projet de ce pacte migratoire de M. Macron et des macronistes au Parlement européen, c'est de répartir les migrants qui arrivent dans les portes de l'Union européenne, de les prendre et de les répartir. C'est le mécanisme que Mme Ayé appelle avec de l'euphémisme de la solidarité. Parce que moi, mon projet, madame... Des demandeurs d'asile laissez Victor Orban tranquille et laissez les peuples tranquilles. Parce que voyez-vous, madame, je vais vous répondre. Il y a des gens, voyez, qui subissent l'immigration tous les jours. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de voir leur pays changer, qui n'ont pas envie de voir leur mode de vie remplacé, qui n'ont pas envie de subir l'insécurité. Il y a encore quelques jours, ce week-end, à Lyon, on a mis hors d'état de nuire un type qui était sous OQTF, un Marocain depuis 2022, qui aurait dû être expulsé depuis 2 ans du territoire français et qui a poignardé 3 de nos compatriotes. Donc le vôtre, c'est de répartir les migrants qui arrivent dans les pays de l'Union européenne. Le mien, c'est de les faire repartir dans leur pays de départ quand ils n'ont rien à faire sur notre sol. Et c'est la raison pour laquelle je défends une double frontière, c'est-à-dire la capacité pour nos nations, non pas simplement de contrôler l'immigration à nos frontières, mais de refouler systématiquement les bateaux de migrants qui accostent sur les côtes européennes, premièrement. Deuxièmement, je souhaite que les demandes d'asile soient traitées non plus seulement sur le sol français, mais qu'elles soient désormais traitées à l'extérieur et uniquement à l'extérieur, dans les ambassades et consulats des pays de départ. Vous avez vu que le Danemark a pris l'initiative d'une coalition de 15 États pour demander le traitement de l'asile à l'extérieur de l'Union européenne. Et troisièmement, il faut que notre pays arrête d'être un guichet social. Parce que voyez-vous, moi j'entends parler matin, midi et soir d'économie, de réformes sur l'assurance chômage, d'augmentation des taxes sur les carburants, de doublement de la franchise médicale. Et pendant ce temps-là, on offre les soins gratuits à tout le monde, à des gens qui arrivent sur notre sol, qui n'ont jamais travaillé, jamais cotisé. Ils bénéficient de toute la palette de soins gratuits avec l'aide médicale. Raphaël Glucksmann, stop. Je suis... Attendez, c'est entendu, Jordan Bardella. Et je défends un tour. Mais vous avez de l'avance, Jordan Bardella. Vous assurez que votre double frontière fonctionne alors, si c'est zéro immigration. Raphaël Glucksmann, juste une chose. Est-ce que ce soir, vous nous dites, oui, il va falloir, contrairement à ce que l'on vient d'entendre avec Jordan Bardella, par exemple, régulariser massivement en Europe? Il va falloir surtout avoir des voies légales de migration et régulariser. Mais votre concept... Et régulariser. Mais oui, mais votre concept de double frontière, c'est... Mais désolé, le chaos en Europe. Votre concept de double frontière, c'est la fin de la libre circulation en Europe. C'est aller parler de cela à des transfrontaliers, à des travailleurs. Assimilés à des clandestins. Mais non, mais vous voulez rétablir, les frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a des télépéages, il y a des reconnaissances de plaques d'identification. Maintenant, les travailleurs frontaliers deviennent des clandestins. C'est intéressant. J'ai la même question. S'il vous plaît, Raphaël Glucksmann, allez-y. Vous êtes d'accord avec Raphaël Glucksmann, Raphaël Glucksmann et Valérie Ayé, vous êtes d'accord ensemble? Nous avons là des slogans d'estrade. Allez-y, Raphaël. Il faut être réaliste. Tous ces slogans d'estrade sur l'immigration zéro, eh bien, sont profondément irréalistes. La vérité, vous voulez l'immigration 100%, monsieur Glucksmann. la vérité, c'est que votre allié, Madame Meloni, a fait campagne en expliquant qu'elle allait faire un blocus naval, qu'elle allait tirer quasiment sur les bateaux. Attendez, Marion Maréchal, attendez, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Non, Madame Maréchal. Vous voulez organiser Non, Madame Maréchal. Non. Ah bon, et une fois arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Meloni? Elle invite 450 000 travailleurs parce que l'Italie a besoin. Et donc moi, je veux qu'on mette fin à l'hypocrisie. Nos sociétés... Non mais, vous me parlerez plus tard. Votre question dans un instant, Marion Maréchal. Non mais, je veux dire, moi j'ai... Je ne... Laissez-moi parler. Donc, Madame Meloni invite les travailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Mais posez-vous la question. Tout le monde doit se poser la question. Pourquoi? Parce que l'Italie en avait besoin. Et la même chose se passe dans les autres sociétés européennes. Donc mettons fin à l'hypocrisie et développons des voies légales.
Et Madame ça, Ayé, vous êtes d'ailleurs ça donnera lieu à un 100 000 contrat. Non, laissez-moi finir. Ça donnera lieu à un contrat avec les pays de provenance. Ce contrat, il est simple. On distribue des visas multi-entrées pour les travailleurs en échange des laissez-passer consulaires que les pays de provenance refusent de délivrer et qui font que nous ne maîtrisons pas les flux puisque nous ne parvenons pas à raccompagner ceux qui n'ont pas vocation à rester. Marion Maréchal. Moi, j'ai une question. J'ai toujours pas compris. Quand quelqu'un arrive clandestinement sur le sol européen, qu'est-ce qui se passe? On lui donne des papiers, on le régularise, on lui donne la nationalité française? L'asile, on examine s'il a le droit à l'asile. Ça s'appelle un processus, ça respecte les conventions internationales. Ensuite, s'il n'a pas le droit à l'asile et qu'il n'a pas le droit à un titre de séjour pour un autre titre, c'est-à-dire par exemple pour le travail, et on va régulariser ceux qui travaillent, eh bien, il sera accompagné à la frontière parce que moi, je propose une position profondément réaliste. Mais si, jusqu'ici, en fait, le problème, c'est que les pays de provenance ne délivrent pas ces laissez-passer consulaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à gagner, parce que nous sommes profondément hypocrites dans notre relation avec eux. Donc vous voulez un partenariat là-dessus. Marion Maréchal. C'est totalement différent. Déjà, j'aimerais quand même rappeler qu'il ne s'agit pas là d'un débat de chiffres et un débat philosophique. Parce que les conséquences, si vous voulez, du laxisme migratoire qu'incarne M. Glucksmann, la gauche en général, et Madame Ayé, non, mais vous ne voulez rien remettre en cause de ce qui aujourd'hui constitue les raisons pour lesquelles les gens viennent sur le sol français. Vous ne voulez pas remettre en cause le droit du sol, vous ne voulez pas encore remettre en cause les potentielles régularisations, vous ne voulez pas remettre en cause la facilité aujourd'hui excessive d'accès à la nationalité. Vous voulez aussi abolir l'état de droit et abolir la République et abolir la démocratie. Les très nombreuses aides sociales aujourd'hui, qu'on soit en situation légale ou illégale, qui évidemment sont l'une des motivations pour lesquelles aujourd'hui les migrants viennent en France. Donc vous ne voulez en immense camp et en prison, personne ne voudrait venir chez vous ne réglerez pas le problème. Les conséquences très concrètes, rien que ces derniers jours, de cette politique-là, c'est en effet à Lyon un homme qui a attaqué 3 personnes à coups de couteau, qui était un Marocain sous OQTF. Je vous en parle avec d'autant plus d'émotion qu'il se trouve que l'une de mes colistières avait sa fille dans cette rame de métro au moment où c'est arrivé. Simplement, elle a eu la chance d'être dans un autre wagon. Voilà, parce que dans la France aujourd'hui de Gérald Darmanin, d'Emmanuel Macron et de M. Dupond-Moretti, il faut avoir de la chance. Voilà, c'est ça en fait pour échapper à ce genre de phénomène. On a une étudiante, oui, je sais que vous soufflez parce que ça vous intéresse pas. On a une étudiante qui s'est fait violer à Créteil pendant 1 heure par un Algérien sous OQTF qui était déjà condamné. On a une femme de 82 ans qui a été agressée sexuellement. Non, mais ça vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Une femme de 82 ans. S'il vous plaît, on n'entend rien là. Marie-Toussaint, vous aurez la parole juste après, Marie-Toussaint. Madame Toussaint, Marion Maréchal, allez-y. Madame Toussaint, elle me coupe. Madame Toussaint, elle me coupe parce qu'elle ne veut pas entendre aujourd'hui votre idéologie le fait raciste. S'il vous plaît, Marie-Toussaint. Elle ne veut pas entendre aujourd'hui que la politique qu'elle défend a pour conséquence l'explosion de l'insécurité dans notre pays et a transformé le quotidien, en particulier des femmes, des grands-mères, des jeunes filles, en enfer. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je ne me résigne pas à la fatalité, à la résignation, consisterait à dire oui, les flux sont inéluctables, donc finalement acceptons-le, organisons-le. Et je dis même plus que ça, je dis que Gérald Darmanin et M. Dupond-Moretti. Pourquoi vous dites très drôle, clairement que vous n'aimez pas les Arabes et qu'ils vous Madame Toussaint, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous aurez tout le temps de pouvoir expliquer comment vous avez accueillir toute la misère du monde sur le dos des Français d'ici quelques minutes. Moi, je le dis, Gérald Darmanin et M. Dupond-Moretti devraient avoir honte. Voilà, honte, parce qu'ils ont créé cette situation. Lorsqu'ils accueillent l'Océan Viking à Toulon et qu'ils donc créent un appel d'air clandestin, lorsqu'ils votent une loi qui va augmenter les régularisations aujourd'hui des clandestins sur le sol français, lorsqu'ils ne prennent aucune des dispositions pour faire en sorte que les OQTF s'appliquent. Et il ne s'agit pas seulement de conditionner les visas de travail, il s'agit même de conditionner l'aide au développement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, même au niveau européen, des pays bénéficient de l'aide au développement, de la générosité des Français et des Européens et ne donnent pas les documents? Et Marie-Toussaint va vous répondre. Et Marion Maréchal, Marie-Toussaint va vous répondre. Vous l'avez mise en cause. La moindre des choses, me semble-t-il. Vous avez pu dialoguer ensemble. Marie-Toussaint. Vous voyez, Madame Maréchal a contenu tellement de brutalité et de haine qu'elle a besoin de parler comme une mitraillette. Non, d'indignation. Parce que moi, je suis indignée quand il y a des étudiants qui se font violer par des migrants sous cette rage qui est en des grands-mères qui se font violer. Mais Madame Maréchal, moi je peux vous donner des faits, je peux vous en donner d'autres. En 2015, un Tunisien sans papier lui aussi, qui sauve deux enfants des flammes. Un Malien, il y a quelques années, qui a sauvé un enfant de 4 ans, qui était suspendu à un balcon. Il y a 10 jours, des violeurs de rue un jeune homme qui s'appelle Islam. Alors je sais que ça vous plaît pas, mais un jeune homme qui s'appelle Islam a risqué sa vie dans le métro pour sauver un autre. S'il vous plaît, Marion Maréchal.
Maréchal, s'il vous plaît. En démocratie, Marie Toussaint. en démocratie, on ne juge pas les gens en fonction de leurs origines, mais de leurs actes. Et moi, j'assume que je suis démocrate et républicaine. Et le droit du sol, vous savez, la France l'a inventé il y a 1000 ans. Et oui, je pense que ça fait partie des grandeurs de la France et des grandeurs de l'Europe que d'avoir une simple once d'humanité, que de se dire qu'on peut accueillir les gens qui ont été persécutés. S'il vous plaît, Marion Maréchal. Comme hier, nous avons accueilli les persécutés espagnols quand vos amis soutenaient Franco. Et puis je vous parle à vous, Madame Maréchal. Mais Monsieur Bardella, c'est pareil. C'est un peu plus polissé, c'est vrai. Il y a des cheveux bien gominés, un costume bien lissé. Mais c'est pareil, c'est bonnet brun et brun bonnet. Moi, je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes, Monsieur Bardella. Vous n'avez pas une once d'humanité. Je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes. Et moi, je le redis, oui, c'est la grandeur de la France que d'accueillir une partie de la misère du monde. Et vous dormez bien la nuit? Manon Aubry. Vous avez bonne conscience quand vous voyez que 50% des faits de délinquance à Paris et Marseille sont liés à des étrangers? Énorme, ça vous empêche pas de dormir, ça? Tous les jours, qui poussent d'ailleurs à des migrations qui sont les mêmes que celles que vous rejetez. Bonne parce conscience qu'on sur le pille dos des Français, les ressources des pays du Sud, qu'on pille les pêcheurs sénégalais, par exemple. C'est ça, on est les salauds, donc nos filles méritent de se faire violer, c'est ça. Et que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est face à une crise qui est existentielle, qui est littéralement vitale pour l'humanité, qui est la destruction de la planète. Donc on accueille les 2,5 milliards de personnes qui sont strictement aucune réponse à y apporter. On vient, je crois, d'assister à une forme de commerce des peurs sur lesquelles joue l'extrême droite. C'est leur fonds de commerce électoral. Et je vais vous dire, Madame Maréchal, Monsieur Bardella, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler, Madame Maréchal. Les parents et les familles des victimes. J'en ai marre que vous serviez des immigrés et de tous leurs descendants comme de la chair à canon électorale. J'en ai marre que vous désigniez et pointiez du doigt nos concitoyens de confession musulmane. J'en ai marre que vous pointiez du doigt. Moi, je m'appelle Madame Aubry. J'en ai marre que vous pointiez du doigt des millions de Françaises et Français qui sont français. Est-ce que les Français sont xénophobes, Madame Aubry? Comme vous, Madame Maréchal, qui sont français comme vous. Je vous ai laissé parler, Madame Maréchal. Au bout d'un moment, vous savez, des fois, j'ai les poils qui se dressent dans cette campagne électorale parce qu'on a le sentiment que c'est un peu combien de migrants en plus on va remettre sur les bateaux, combien de destinées, combien de vies on va détruire. Combien de vies françaises on va sauver. Je vous ai laissé parler, Madame Maréchal, maintenant ça suffit. J'ai envie de remettre un peu d'humanité et de dignité. De quoi on parle? De la politique migratoire européenne. On parle d'une politique qui a transformé notre mer Méditerranée en cimetière. On parle de plus de 30 000 personnes qui sont mortes en mer Méditerranée. On parle d'indignité. On parle aussi d'une responsabilité d'une agence européenne qui a transformé nos frontières en immenses murs. Et je vous le dis, vous pourrez mettre tous les murs que vous voulez aux frontières de l'Union européenne. Mais si les gens ont des raisons de fuir leur territoire, s'ils fuient la guerre, s'ils fuient le changement climatique, s'ils fuient les catastrophes, oui, ils fuiront et c'est notre devoir d'honorer le droit d'asile. Mais si vous voulez, si vous êtes si sensible que ça, et je termine là-dessus, je vous ai laissé parler. Si vous êtes si sensible que ça au sort des immigrés en mer Méditerranée, alors agissez aussi sur les causes. Agissez sur le réchauffement climatique qui pousse les gens à quitter des catastrophes climatiques. Agissez sur les accords économiques qui sont inégaux. Vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie. Et à la fin, moi, je ne laisserai pas se faire capturer le débat des élections européennes dans un débat d'une course à l'échalote, de la xénophobie auquel on a encore assisté ce soir. Donc désolé pour ce coup de gueule, mais j'en ai marre et vous ne le referez pas dans les prochains débats. François-Xavier Bellamy. C'est pas vous qui décidez, Madame Aubry, de ce qu'on dit. Hein. J'ai le droit d'être profondément heurtée par les discours que vous tenez. Et donc, je le dis, on est encore en démocratie. Madame Aubry, est-ce que vous n'avez pas compris, Madame Aubry? Oui, je suis choquée. Il y a des millions de Français qui sont choqués par les amalgames que vous faites. Pas de leur promettre un et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule. J'ai entendu une députée macroniste, Maude Bréjon, dire associer immigration et terrorisme comme si tout était mêlé. En effet, je précise, malheureusement, je précise pour ceux qui nous écoutent que Maude Bréjon, à ce matin même, elle est donc issue de votre parti, Valérie Ayé, dit qu'il y avait une relation évidente entre délinquance et immigration. Madame Ayé n'est pas d'accord. Vous voyez, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre les macronistes et l'extrême droite. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, Madame Aubry. Mais vous racontez... Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous racontez n'importe quoi. 50% des délinquants à Paris. Non, mais Manon Aubry, tout ça est basé sur quelques faits. Mais il faut que vous remettre un peu d'humanité. Et je comprends que la loi immigration qui a été votée par l'extrême droite en France a ouvert la porte à déchaîner toutes les peurs. Eh bien, je vous dis... Vous nous trouverez sur votre chemin pour remettre de l'humanité et de la dignité dans ce débat. Valérie Ayé, sur ce point?
Sur ce point-là, ma position est claire. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer en ce sens. Je ne fais pas de lien systématique entre Mais est-ce que vous dites, comme la porte-parole de votre groupe, il existe effectivement... Les gens disent parfois. Il y a des faits, il y a des immigrants qui sont aussi des délinquants. Mais je n'essentialise pas les gens par essence sur la base de leur couleur de peau, de leur origine, les transports en commun d'Île-de-France, par exemple, c'est les chiffres de votre ministère. ou de leur nom. Et fondamentalement, ce sur quoi il faut... en fait, il y a 3 types d'immigration. C'est quand même ce sur quoi il faut se concentrer. L'immigration irrégulière, qui est illégale et qu'il faut évidemment gérer. Jusqu'à présent, jusqu'au pacte asile et migration, eh bien, c'était le statu quo. On n'avait aucune solution et en fait, on laissait les passeurs décider à notre place. Avec le pacte asile et migration, j'assume, moi, d'avoir une solution concrète sur la table. Il y a l'immigration au titre du droit d'asile, c'est l'honneur de la France et de l'Europe d'y répondre. Et puis l'immigration économique, régulière. Pour laquelle vous êtes prête à accorder 100 000 visas prioritaires. Madame Bréjon, pardon, Madame Le Maire, vous n'avez pas lu toute la déclaration de Madame Bréjon. Parce que Madame Bréjon, elle dit qu'il ne faut pas être aveugle et elle critique en cela ceux qui ne font pas le lien aujourd'hui évident que tout le monde voit, sauf que quelques illuminés sur ce plateau de gauche et d'extrême droite, entre l'immigration et la... Donc elle vous vise directement. Mais Monsieur Bardella, il y a une différence fondamentale entre vous et nous. Ah, ça c'est sûr. Et à mon avis, il y en a plus d'une. Vous faites un lien systématique entre l'immigration et la délinquance. Vous faites un lien systématique entre l'immigration et la délinquance. Je le fais en très grande partie. Je pense que la quasi-totalité de la délinquance de rue aujourd'hui est le fait de l'immigration. Je vous donne un exemple très simple. J'utilise vos chiffres, madame. J'utilise vos fiches. 77% des vols qui sont commis à Paris, d'après le ministère de l'Intérieur, sont le fait d'étrangers. C'est pas moi qui l'invente. C'est la réalité de l'immigration aujourd'hui. 93% des vols dans les transports en commun et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Mais si vous voulez pas voir l'éléphant au milieu du salon, ce n'est pas grave. Attendez. Sur ce point-là, Jordan Bardella, ce que vous dit Manon Aubry, c'est que l'échantillon que vous citez est un tout petit échantillon précisément. Ah oui, ça a été dit. C'est moi, il n'y a aucun lien. Je souligne ce que disait Manon Aubry. On n'a pas encore entendu Léon Desfontaines sur cette question-là. Léon Desfontaines. Mais bravo à Madame Bréjon d'avoir enfin eu une lumière d'illumination chez Emmanuel Macron. De m'exprimer. L'extrême droite veut bien me laisser un peu le temps de parole. Et l'extrême droite a tendance à avoir un peu de mal avec la démocratie, le temps de parole. Donc je vais essayer de m'exprimer. C'est vous, monsieur Staline, je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Merci. Arrêtez de faire la victime en permanence. Ce que je voulais dire, Madame Maréchal, Madame Maréchal, les communistes qui donnent des leçons de démocratie. Écoutez, monsieur Bardella, si vous voulez que je vous refasse la même rétorque que la dernière fois, 150 millions de morts, le communisme. Je peux parler. Allez-y, Léon Desfontaines. Allez-y. On vous écoute. Juste, monsieur Bardella. Je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti, en France, c'est Manouchian au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'Île-Dieu. C'est ça l'héritage. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, monsieur Bardella. À chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise. Comme la dernière fois, lors du précédent débat, où vous avez refusé de répondre sur le fond, lorsque vous avez refusé de répondre au vote de vos députés qui avaient voté contre l'augmentation des salaires. Et encore une fois, les Français ne seront pas dupes. Je peux m'exprimer. Monsieur Bardella, on continue à distiller. Sur la question migratoire en Europe. Sur la question migratoire en Europe, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur parce que finalement, on voit que se confrontent 2 discours et finalement 2 mensonges. Il y a celles et ceux qui nous promettent 0 immigration. Ce sur quoi Giorgia Meloni en Italie d'ailleurs avait été élue, elle avait dit 0 immigration en Italie. On va mettre en place non pas un mur mais un blocus maritime. Et le blocus maritime, monsieur Bardella, un peu de respect de la démocratie. Pardon, monsieur Staline. Et donc, on a mis en place un blocus maritime, ce que Giorgia Meloni promettait lors de son élection en Italie. Résultat, elle arrive aujourd'hui à régulariser 450 000 travailleurs sans papier parce qu'en fait, l'immigration est un fait social et on ne peut pas l'empêcher. C'est le premier mensonge. Le deuxième, c'est sur la question des frontières. Et sauf preuve du contraire, un État sans frontières, ça n'existe pas. Et bien évidemment, elles sont là. Elles sont là pour les personnes. Et l'extrême droite a tendance à l'oublier. Elles sont là aussi pour les capitaux et les marchandises. Et la question fondamentale qui n'est jamais traitée lorsqu'on parle de ce sujet, c'est de l'intégration. L'intégration, permettre à celles et ceux qui ont vocation à rester sur le territoire français de pouvoir s'intégrer pleinement dans la société française. Ça veut dire que celles et ceux qui produisent les richesses de notre pays, celles et ceux justement qui tiennent parfois nos services publics à bout de bras, eh bien ils puissent bénéficier des mêmes droits que les autres. Et oui, ça pose la question de la régularisation des travailleurs sans papier que nous soutenons. Vous êtes donc favorable à une vague de régularisation de tous les travailleurs sans papier pour une bonne raison, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends certains qui ne veulent pas le faire, et notamment l'extrême droite, c'est parce que finalement, ils aiment bien le fait d'avoir une main-d'œuvre pas chère
sur le marché qui permettent de faire un nivellement par le bas. Quand aujourd'hui, M. De Fournas, par exemple, votre député, embauche dans son exploitation agricole de la manœuvre immigrée, parce que justement, il peut l'exploiter davantage, ça vous arrange bien. Mais à chaque fois que ça favorise le patronat, de toute façon, ça vous arrange bien, M. Bardella. À chaque fois qu'il s'agit de dire qu'il faut défendre les Français, en réalité, vous défendez une petite minorité. C'est le grand patronat qui profite de cette manœuvre, justement, irrégulière, pour la payer au lance-pierre. Eh bien oui, moi j'assume. On vous a entendu, Léon Desfontaines. Les travailleurs de ce pays. Et il faut qu'on avance sur cette question avec. S'il vous plaît, vous êtes en train de prendre de l'avance. Il y a un sujet quand même qui a oublié, c'est la coopération. Mais moi j'ai un autre sujet à vous soumettre. J'ai un autre sujet à vous soumettre. C'est intimement lié, monsieur. J'ai un autre sujet à vous soumettre et je voudrais entendre François-Xavier Bellamy là-dessus. Encore une fois, cas très concret. L'arrivée d'un bateau de migrants aujourd'hui accueilli, par exemple, en Italie. Demain, que faites-vous avec ce bateau de migrants? Que faites-vous? D'abord, si ce bateau est l'objet d'un sauvetage dans les eaux internationales, on le reconduit, comme le prévoit le droit de la mer, dans le pays dont il vient. Si ce bateau est arrivé sur nos côtes, on garde les personnes qui sont à bord dans des centres fermés et on reconduit toutes celles qui ne sont pas éligibles à l'entrée sur le sol européen immédiatement dans les pays d'origine. On les reconduit parce qu'il faut établir un principe très clair, que toute personne qui rentre illégalement sur le sol européen ne doit pas pouvoir s'y établir. Vous proposez, M. Desfontaines, de régulariser massivement des gens qui sont rentrés illégalement en Europe. Sans papier, monsieur. La vérité, M. Desfontaines, mais je le dis à toute la gauche qui est ici, la vérité c'est que les passeurs vous remercient parce que c'est le cœur de leur business model. François-Xavier Bellamy, les Afghans, les Syriens, les Libyens, vous les renvoyez où? Mais qu'une personne qui est éligible à l'asile puisse demander l'asile à l'extérieur des frontières européennes, c'est la condition pour que nous mettions fin au chaos. L'immense majorité des personnes qui arrivent sur le sol français aujourd'hui de manière irrégulière ne sont pas éligibles à l'asile. L'immense majorité de ceux qui demandent l'asile sont déboutés du droit d'asile. Mais l'immense majorité de ceux qui sont déboutés ne sont jamais reconduits dans leur pays d'origine. Et ça, la vérité. Le pacte asile-immigration est efficace avec les zones tampons qui permettent de traiter toutes les demandes et de renvoyer les personnes qui n'ont pas vocation à rester chez nous. Vous pouvez répéter, Valérie Hayé, vous pouvez répéter 50 fois. l'a négocié et l'a voté. Vous pouvez bien que c'est quand même un bon texte. Non, notre groupe aujourd'hui constate au contraire que ce pacte est en réalité infiniment fragile et qu'il ne résoudra rien. Et vous pouvez répéter autant de fois que vous voudrez que vous êtes la seule à avoir voté ce pacte. Quand on regarde quand on regarde le bilan de votre gouvernement sur le sujet de la lutte contre l'immigration illégale, les Français ont de quoi s'inquiéter que vous assumiez ce pacte. Parce que la vérité, c'est que je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas vu un ministre démissionner dans ce pays pour assumer sa responsabilité. C'est assez extraordinaire. On a un gouvernement où personne n'est responsable de rien. Le ministre de l'économie n'est pas responsable de la dette. Le ministre du budget découvre le déficit. Le ministre du travail n'est pas au courant de l'accord à la SNCF. Et le ministre de l'Intérieur, semble-t-il, n'est pas responsable de l'immigration illégale. Quand vous avez des clandestins sous OQTF depuis des mois, parfois des années, qui n'ont jamais été reconduits et qui tuent, qui violent dans nos pays, il faudrait quand même que quelqu'un se sente responsable. Qui sont ceux qui violent en France? Non mais... Répondez, 90% des auteurs de viol étaient connus de la victime. 45% des auteurs de viol étaient les conjoints ou ex-conjoints. Si vous voulez vraiment agir contre les violences, si vous voulez vraiment agir contre les violences faites aux femmes, donnez les moyens, notamment pour protéger les femmes dans notre pays. Et vous voyez, de nouveau, vous faites des peurs de la chair à canon. Les violeurs ne sont pas les étrangers en grande majorité. Ce sont ceux que l'on connaît dans nos foyers. Ce sont les conjoints, ce sont les ex-conjoints. Madame Aubry, je termine mon point. Madame Aubry, si vous permettez, quand une personne française et qui réside en France légalement se rend coupable d'un crime, parce que bien sûr ça arrive, eh bien le ministre de l'Intérieur il n'y est pas pour grand-chose, sauf s'il n'a pas mis en œuvre la politique pénale qui permettrait effectivement de lutter contre le crime. En matière de violence faite aux femmes, il y a du boulot, mais quand vous avez une personne sous OQTF... C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup vous battre sur ce sujet. On voit plutôt vous opposer aux droits des femmes, au droit à l'IVG par exemple. Qui s'est mobilisé au Parlement européen? Qui s'est mobilisé au Parlement européen avec Nathalie Colomb pour défendre une vraie politique européenne? On vous a entendu, on vient de vous entendre. Madame Toussaint, sur les droits des femmes, puisqu'on parle aussi de ça quand on évoque l'immigration, quand j'ai déposé un amendement pour interdire à la Commission européenne de financer des publicités qui disaient la liberté est dans le hijab,
C'est vous qui vous y êtes opposé. Alors pardonnez-moi, mais défendre le féminisme, c'est refuser cette complaisance avec l'islamisme qui peut perdre un pays. Et donc vous êtes la complice. François-Xavier Bellamy met en cause sur cette question du féminisme et du hijab. Que répondez-vous? Jamais, ça vous intéresse pas, ça? Moi, je veux répondre. Les excisions, les crimes d'honneur, tout ça. Moi, je veux répondre que les masques tombent et qu'on entend M. Bellamy tenir quasiment les mêmes propos que Mme Maréchal et que M. Bardella. Et donc finalement, cette extrême droite grandit partout. Moi, je suis choquée. De toute façon, je le suis à chaque fois et je resterai indignée. Ça fait 2h30 que vous êtes choquée. On nous dit... Vous êtes assez choquant, M. Bardella. Il y a de quoi. Excusez-moi, mais Allez-y, Marie Toussaint. On nous dit qu'il faudrait que les personnes qui recherchent l'asile déposent des demandes dans leur pays. Dans le pays dont ils viennent. Et donc, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler, et donc les femmes afghanes, qui n'ont plus aucun droit. Et donc les femmes ou les jeunes Iraniens qui n'ont aucun droit, eh bien ils ne sont pas en capacité de déposer des demandes d'asile. Et donc on a besoin de la dignité dans l'accueil. On a besoin de voies sûres et légales pour permettre à celles et ceux qui sont persécutés en raison de leur genre, de leur sexe, en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion réelle et supposée, eh bien puissent effectivement déposer leur demande d'asile. Combien donc, on a besoin de deux autres choses. Pour qu'on ait à peu près un ordre de grandeur. On a besoin de se soucier des raisons pour lesquelles les gens quittent leur chez eux. Parce que Edmond Haraucourt le disait, partir, c'est déjà mourir un peu. Personne ne quitte son foyer au péril de sa vie, parfois avec ses parents âgés, parfois avec ses enfants. Personne ne prend ce risque-là sans avoir de bonnes raisons. Et il faut qu'on ait un pacte de co-développement. C'est la grande oubliée. La question du développement est la grande oubliée. On a besoin d'un pacte de co-développement. Je parlais tout à l'heure du Sénégal et des pêcheurs. On a besoin de cesser de piller les ressources. Et on a besoin de lutter contre le dérèglement climatique pour soutenir ces pays dont les gens fuient la misère, la guerre ou la persécution. Marie Toussaint, et la dernière Léon chose. Desfontaines, est-ce qu'on régularise massivement les travailleurs? Bien sûr, on régularise les sans-papiers. Bien sûr, on les régularise. Les Français, ceux qui sont en France, et puis ceux qui sont au sud de l'Europe. C'est Nini qui ne peuvent ni rentrer ni sortir et qu'on exploite comme des esclaves pour aller ramasser des oranges. Je veux dire une dernière chose. Des drames en Méditerranée. Je veux dire une dernière chose. On a vu il y a 15 jours, ou il y a une semaine, je ne sais plus, l'internationale fascisante se réunir à Madrid. On a vu des saluts nazis dans les rues de Rome. On a vu des néofascistes circuler dans les rues de Paris. Et moi, je veux dire que nous devons nous battre sans arrêt, sans lâcher et tenir bon face à cette gangrène. Nous ne vous laisserons pas gangréner l'Europe. Nous ne vous laisserons pas gangréner l'Europe. Nous devons tenir pour les droits des femmes dont on parlait tout à l'heure, parce qu'à chaque fois, ils luttent contre les droits des femmes, contre les discriminations, contre le fait de stigmatiser quelqu'un en raison de son origine, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle. Nous devons tenir bon, lutter contre toutes les discriminations et lutter contre l'extrême droite. Ce sont les mêmes qu'avant et il faut rester ferme. Vous dites accueil et régularisation. Raphaël Glucksmann, sur les régularisations, on régularise qui et combien? On régularise les travailleurs qui travaillent dans notre pays. Je crois que tout à l'heure, vous expliquiez que les clandestins devaient être envoyés. Donc non, finalement. Ceux qui travaillent dans notre pays et qui font tourner notre économie et qui font des travaux que... Vous n'envoyez pas les clandestins. Mais ceux qui travaillent et qui ont droit au titre de séjour, on doit les régulariser. Ils n'ont pas de droit. On leur accorde, mais ils n'ont pas un droit. Aujourd'hui, en fait, il y a une hypocrisie, mais dingue. C'est-à-dire qu'on a une sorte de darwinisme. C'est en gros, on dit à des êtres humains, soit tu meurs en Méditerranée ou tu arrives à survivre. Déjà, si tu as survécu à la Libye. Ensuite, la Méditerranée. Ensuite, la vie dans la rue à Paris. Ensuite, tu es exploité par une mafia. Et peut-être, au bout du compte, eh bien, tu auras le droit d'être régularisé. Mais c'est ce que vous venez d'expliquer. Eh bien, moi, ce que je propose, oui, mais ce que je... Vous voulez les régulariser, ça veut dire que vous créez l'incitation. Non, ceux qui sont là et qui travaillent, oui. Maintenant, il faut une solution beaucoup plus réaliste et humaniste en même temps. C'est-à-dire... Mais non, il n'y avait rien là-dessus dans le pacte. À négocier et voter. Déjà, pas tout le groupe Bellamy, vous êtes tous les tenants du statu quo et du j'étais en train de parler, j'allais exposer ma solution et vous m'interrompez avec la même interpellation qu'à chaque débat. C'est vraiment l'élément de langage que vous répétez à chaque fois. Monsieur Glucksmann. Non, Monsieur Glucksmann. Comment vous expliquez simplement que alors, Monsieur Bellamy, Monsieur Glucksmann. Mon nom est Glucksmann. Je le répète à Manon Aubry, à Monsieur Desfontaines. Mon nom n'est pas. À vous, Valérie Hayé. Mon nom, c'est Glucksmann. Bon, allez, Raph, pour ce soir. Je ne vous permets pas, c'est Glucksmann. OK? Donc voilà. Moi, je vous ai jamais appelé par un autre nom que le vôtre.
Jamais, même pas monsieur Attal. Vous arrivez à la fin de votre temps de parole, Raphaël Glucksmann. Vous arrivez à la fin de votre temps de parole. En tout cas, vous avez réussi à prononcer mon nom. Mais ce que je veux dire, c'est que vous le répétez à chaque fois. Il n'y a rien dans ce pacte sur ce que je propose là. Il n'y a rien non plus sur une répartition réelle. Parce que monsieur Orban pourra juste payer pour construire des murs et il ne participera pas c'est terminé, Raphaël Glucksmann. à la solidarité. Vous êtes à la fin de votre temps de parole. Maintenant, Valérie Ayé pour répondre à Raphaël Glucksmann. Non, en fait, c'est une première étape. Et là encore, ceux qui n'ont pas voté le pacte asile-immigration sont les tenants du statu quo. Ceux qui continuent à laisser les passeurs décider à notre place et à laisser le cimetière être la Méditerranée être un cimetière ouvert. C'était la bonne solution. Ensuite, on a dans ce pacte. Écoutez, un migrant qui n'a pas vocation à venir sur le territoire européen. Il traverse la Méditerranée au péril de sa vie. Il met peut-être 5 000, 10 000 euros à des passeurs pour traverser. Il arrive à la frontière de l'Union européenne, on prend ses données, on enregistre qui il est et on lui dit non, vous ne pouvez pas rester. Il rentre chez lui. Vous pensez qu'il reviendra une deuxième fois, une troisième fois ? Non, parce qu'il sera découragé de traverser la mer Méditerranée. Précisément, puisque vous parlez de la mer Méditerranée, Marion Maréchal, vous êtes favorable à un blocus militaire naval en Méditerranée. Ça marche comment? Ça veut dire quoi? Vous allez à l'abordage des bateaux? Je suis pour plusieurs choses. Je suis pour une politique, en effet, radicalement différente de celle exposée par mon voisin, qui consiste à dissuader, bloquer et expulser. Donc dissuader, c'est déjà quoi? Financer des campagnes de dissuasion dans les pays d'origine en expliquant l'inverse. C'est-à-dire, si vous tentez cette traversée, eh bien, vous n'aurez le droit à rien et certainement pas au fait d'être régularisé. C'est ce qu'a fait l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec un succès certain, puisque à partir de là, ils ont eu 0 mort aux abords de leur côte. Ensuite, je souhaite en effet pouvoir bloquer. Oui, tout à fait. 0 mort d'abord. Vous connaissez la situation dont vous parlez? Alors, oui, tout à fait. L'Australie, elle a déporté et abandonné des migrants sur des îles. Elle est même revenue sur sa politique parce qu'elle était inhumaine. Et elle a déporté des gens en Indonésie dans des zones de paludisme. Marie Toussaint, c'est pas possible. On essaie d'atterrir tout doucement sur les temps de parole, etc. S'il vous plaît, allez-y, Marion Maréchal. Des ignominies comme ça. Je continue. Donc, je souhaite ensuite qu'il y ait un blocage pour les personnes qui arrivent dans les pays de départ, notamment de la côte méditerranéenne, avec plusieurs choses. D'une part, la multiplication des accords avec ces pays, comme sur le modèle tunisien qui a permis de baisser de 70% les débarquements en Italie à l'issue de cet accord. Et puis, le financement, en effet, de centres d'accueil à l'extérieur des frontières européennes pour permettre l'étude des dossiers et, en cas de refus, faciliter évidemment les départs. Ensuite, je souhaite, si tant est que les personnes arrivent à passer, là encore, en Méditerranée, qu'il puisse y avoir en effet, à travers ce blocus naval, une coalition, une coordination d'effectifs et de matériel militaire maritime qui permettent d'intercepter les bateaux, de les rapatrier sur les ports d'origine, de détruire les embarcations évidemment vides utilisées par les passeurs et donc aussi de donner des moyens humains à l'interception et à l'arrestation de ces trafiquants. Ça n'est pas tout à fait nouveau. Fut un temps, l'Union européenne avait fait une opération relativement similaire, bien qu'il y avait des choses à améliorer à travers l'opération Sophia qui avait fini par être abandonnée. Et pour conclure pour finir, moi je souhaite une réforme du droit d'asile parce que je considère aujourd'hui que sa lecture est beaucoup trop large et donc un agrandissement de la liste des pays sûrs. Je souhaite la suppression de la directive sur le regroupement familial et je souhaite également que dorénavant la libre circulation soit en effet réservée aux Européens et très simplement ne découvrons pas la double ne découvrons pas la modernité, c'est-à-dire que pour les transfrontaliers, il y a des systèmes de télépéage, il y a des systèmes d'identification automatique de plaques automobiles, voilà, des choses extrêmement simples à mettre en place si tant est qu'on en ait la volonté. Manon Aubry, Léon Desfontaines, sur cette question. Léon Desfontaines, on a bien compris que vous étiez pour cette régularisation massive des travailleurs clandestins. Manon Aubry, êtes-vous favorable également? Oui, bien sûr. Et je pense que sinon, on tomberait dans une hypocrisie qui est totale. Ça a été C'est dit, le mot de ce soir. Vous aurez tous à peu près non, mais accusé vos adversaires. La réalité parle pour elle-même. Je suis désolée de le dire, mais quand vous avez les alliés des représentants d'extrême droite ici présents qui régularisent massivement parce qu'ils n'ont d'autres alternatives, quand c'est quand même 450 000 régularisations en Italie... Mais ce ne sont pas des régularisations. Oui, vous ne savez pas de quoi vous parlez, Madame Aubry. On peut parler d'hypocrisie. Et oui, pardon... Ce n'est pas des régularisations. Quand j'entends... des visas de travail, des visas de travail conditionnés. Madame Maréchal... Vous savez qu'en Italie, vous êtes obligé de vous prouver que vous avez dû embaucher des Italiens avant de pouvoir faire un visa de travail. Madame Maréchal, je crois que vous avez dépassé votre temps. Oui. Mais vous instrumentalisez beaucoup la question migratoire. Vous voyez que le seul moment où on parle de migration, c'est le moment où on arrive à parler du droit des femmes. C'est soit
M. Bellamy, soit Mme Maréchal, soit M. Bardella, c'est un des trois, en disant tout d'un coup, il s'intéresse aux questions des femmes, puis de manière assez surprenante, la question du droit des femmes n'est jamais dans les débats que l'on aborde. Ça vous intéresse pas. Pour conclure, Manon Bry, s'il vous plaît, pour conclure. Ça vous intéresse tellement la question des femmes, et moi je terminerai du droit des femmes peut-être par cette proposition-là, qui est la question de l'inscription de l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et il y a une initiative européenne qui a été lancée pour faciliter un accès gratuit à l'IVG en Europe. Voilà comment notre continent pourrait être émancipateur, comment il pourrait défendre la dignité humaine et davantage de droits. Et je souhaite que la question des droits des femmes ne soit pas abordée Léon sous l'angle Desfontaines. migratoire, mais sous l'angle de nous émanciper la moitié de Léon l'humanité. Desfontaines, en 30 secondes pour répondre, s'il vous plaît. Oui, mais rapidement, c'est ce que je disais en fait dans mes propos liminaires sur ce sujet-là, c'est que les débats se résument à donner ou non des titres de séjour, alors que la question fondamentale, c'est en effet l'intégration. Et du coup, j'en viens sur l'autre sujet, l'autre pilier, c'est celle de la coopération. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui se déracinent de leur pays, qui émigrent, qui partent de leur pays? Et aujourd'hui, il y a des exemples très concrets, notamment par exemple en Afrique subsaharienne, le Niger. Le Niger, la population, seul 17% de la population a accès à l'électricité. Donc oui, aujourd'hui, moi je le dis, il faut des nouvelles coopérations avec l'espace méditerranéen, avec l'Afrique subsaharienne, notamment pour permettre à ces pays de se développer et notamment poser à l'ordre du jour l'électrification de l'Afrique. Et si demain, l'Afrique se dote justement de services publics, d'universités, d'énormément de centres de recherche, plus qu'il n'y en a actuellement, eh bien on pourra engager de nouveaux rapports qui seront bénéfiques pour les deux côtés des rives de la Méditerranée. Et je pense que malheureusement, à chaque fois, comme trop de sujets, on arrive en effet sur des positions très dogmatiques et on ne règle pas les sujets fondamentaux. Et on arrive à la conclusion de ce débat. Je précise, je sais Jordan Bardella, Marie-Toussaint, Valérie, que vous avez un peu de retard. On va rattraper ce retard sur la conclusion de l'émission. 30 secondes, hein, c'est pas... Voilà, vous aurez chacun un peu plus de temps pour conclure. Je précise autre chose, c'est que cet ordre de conclusion a été tiré au sort avant l'émission. Léon Desfontaines, c'est vous qui commencez. Quel est ce soir votre dernier mot? J'ai 28 ans, je suis la plus jeune tête de liste à ces élections européennes et ce que je souhaite, c'est écrire une nouvelle page pour la gauche. Écrire une nouvelle page de la gauche, c'est-à-dire refaire de la question sociale, celle de la défense du travail, des travailleurs, de la réindustrialisation, de notre souveraineté énergétique, celle de la défense des services publics et des fonctionnaires, eh bien, sa priorité. C'est aussi celle qui va permettre de débusquer ce qu'est réellement le Rassemblement national, à savoir un faussaire de la question sociale, mais surtout celles et ceux qui n'est pas sectaire, cette gauche qui n'est pas sectaire, qui s'adresse notamment aux électeurs du Rassemblement national, et leur dire que la seule force politique qui a toujours défendu le travail et les travailleurs, celle de vivre dignement de son travail, eh bien c'est la liste que j'ai l'honneur de mener. Et surtout, j'ai envie de dire aussi, pour le meilleur moyen de faire reculer l'extrême droite, eh bien c'est de permettre aux 4 listes de gauche de dépasser les 5%. Moi, je souhaite que la liste de Manon Bry, celle de Marie-Toussaint, j'imagine que celle de Raphaël Glucksmann, il n'y aura pas trop de mal, de dépasser, et bien sûr la liste que je mène, de dépasser les 5%, parce que 5%, ça fera 5 élus en plus pour la gauche et 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Voilà comment on renforcera la gauche et voilà comment on fera reculer la droite et l'extrême droite au Parlement européen. Léon Desfontaines. Marie-Toussaint, c'est à vous. Vous avez un peu plus d'une minute. Il y a quelques jours, lors d'une interview, on m'a demandé si j'étais inquiète pour l'avenir de l'Europe et de la planète. Bien oui, je suis inquiète. Parce que, voyez-vous, dans la mandature qui vient de s'écouler, les écologistes ont emporté des victoires majeures pour le climat, pour la biodiversité, pour la justice, pour notre santé. Mais il ne faut pas que ça s'arrête. Et il faut encore moins que ça recule. Pourtant, c'est ce qui se profile devant nous, avec la poussée électorale des extrêmes droites qui, vous l'avez compris, ne se soucient en rien de votre avenir et les renoncements multiples, majeurs, de la majorité politique. Alors je veux dire à celles et ceux qui nous regardent que rien n'est écrit. Que oui, nous pouvons encore sauver nos glaciers et nos océans, nos forêts et notre santé, nos maisons, nos foyers et notre qualité de vie. Nous pouvons investir dans des énergies d'avenir et réparer ce qui a été abîmé. Mais pour cela, nous avons besoin de députés écologistes nombreuses et nombreux au Parlement européen dans la prochaine mandature. Alors, le 9 juin, pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies, votez Europe Écologie. Marion Maréchal. Oui, mais écoutez, je vais m'adresser à tous les Français qui pourraient être tentés par la résignation après tant de promesses non tenues et de trahison de certains partis. Je voudrais leur dire que s'ils souhaitent que dorénavant leurs frontières ne soient plus des passoires, s'ils souhaitent défendre leurs paysans face au fanatisme vert, s'ils souhaitent défendre notre civilisation chrétienne face
à l'islamisation, s'ils veulent dorénavant que le travail paye davantage que l'assistanat, ou encore lutter contre la propagande woke et l'activisme LGBT qui détruit nos universités, eh bien je suis leur candidate et la liste Reconquête est leur liste. Et je finirai en disant que le vote utile aux élections européennes, c'est le vote pour ses convictions. C'est un scrutin proportionnel à un tour. Si vous allez voter, vous aurez des élus et vous pourrez compter sur nous. Valérie Ayé. Je voudrais dire aux Français ce soir qu'on a beaucoup dit, vous avez beaucoup entendu que ces élections, elles étaient probablement les plus importantes de notre histoire. Parfois, on se dit que c'est galvaudé de dire ça, mais c'est bien la réalité. On doit faire face à des défis qui sont immenses. Le défi sécuritaire avec des puissances extérieures qui nous menacent. Le défi du changement climatique. Le défi économique avec un risque de décrochage économique dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le défi de l'intelligence artificielle et du numérique. Et moi, ce que je vous propose avec la liste Besoin d'Europe, c'est à la fois un constat lucide sur la réalité des menaces qui pèsent sur nous, mais aussi un programme et des propositions porteuses d'espoir. Avec la liste Besoin d'Europe, majorité présidentielle, je vous propose de mettre en place une défense européenne, de tripler notre budget de défense pour être au niveau de la première puissance militaire au monde, les États-Unis. Je vous propose d'engager un grand plan d'investissement massif dans les secteurs qui sont stratégiques, le nucléaire, la santé. Je veux qu'avec l'Europe, nous soyons en capacité de créer d'ici à 10 ans le premier vaccin au monde contre le cancer, le traitement contre la maladie d'Alzheimer ou contre la maladie de Charcot qui frappe toutes nos familles. L'enjeu, il est grand. Avec la majorité présidentielle, depuis 2019, désormais, nous commençons à transformer l'Europe. Et avec mon groupe, sans lequel aucune majorité n'est possible, nous continuerons grâce à vous. Merci à vous. Jordan Bardella, votre dernier mot. Dimanche 9 juin, la France peut renouer avec le temps de l'espérance. Je veux dire à tous nos concitoyens qui subissent depuis maintenant 7 ans la politique d'Emmanuel Macron, la politique de l'Europe de Macron, que ce qu'ils vivent n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de choix politiques qui ont été faits par les gens qui sont au pouvoir au niveau français comme au niveau européen. Je veux leur dire que le chemin que je leur propose, avec la liste de rassemblement que j'ai constituée autour de moi, avec des experts, des élus locaux, des hauts fonctionnaires, des gens qui ont fait le choix de nous rejoindre en provenance d'autres mouvements politiques avec Marine Le Pen, je leur propose de reprendre le contrôle de leur destin. Le projet des macronistes, c'est la dilution de la France dans une Union européenne fédérale. C'est toujours plus d'immigration massive, toujours plus de concurrence déloyale. Moi, je leur propose la véritable Europe, celle des nations, des souverainetés, des coopérations entre États. Et je leur propose précisément de faire en Europe, en France, ce qui marche partout ailleurs dans le monde. Il n'y a aucun pays, aucune grande puissance qui réussit dans la mondialisation en se reniant, en n'étant pas fière d'elle-même. Donc le 9 juin, j'appelle tous les Français à aller voter. Je suis à la tête de la seule liste qui peut gagner, qui peut l'emporter aujourd'hui au Parlement européen, demain et après-demain au niveau national. Alors dimanche 9 juin, allez voter. Manon Aubry, quelques secondes. Ce qui se joue dans ces élections européennes est très concret. Est-ce que vous allez laisser les macronistes, avec l'aide de l'extrême droite, faire flamber vos factures d'électricité ou détruire nos services publics ? Je conduis aujourd'hui la seule liste pour ces élections européennes qui refuse en bloc les accords de libre-échange qui sacrifient notre agriculture et notre industrie. La seule liste qui s'oppose aux règles d'austérité qui sacrifient nos services publics. La seule liste qui défend la sortie du marché européen de l'électricité qui fait flamber nos factures. Vous n'êtes pas condamnés à ce duo entre l'extrême droite et les macronistes. Alors, le 9 juin prochain, donnez-nous la force de tout changer. François-Xavier Bellamy, 30 secondes pour vous. Moi, je suis frappé dans cette campagne de voir la défiance qui monte envers la politique. J'espère que le débat de ce soir n'aura pas été trop confus, malgré le fait que certains jouent toujours encore aujourd'hui sur les ambiguïtés qui nous ont conduits là où la France se retrouve. L'appauvrissement du pays, le décrochage de l'Europe n'ont rien d'une fatalité. Et moi, je voudrais dire que l'Europe que nous recevons, la France, sont un héritage magnifique. Nous pouvons reconstruire aujourd'hui. Aujourd'hui, je représente la première force politique européenne demain, pour les 5 prochaines années, celle qui aura les leviers pour agir. Et ce dont nous avons parlé ce soir, c'est nous qui pouvons le changer, retrouver nos frontières, rendre à ceux qui travaillent la liberté, retrouver notre prospérité. Tout cela, faire de l'Europe de nouveau ce projet commun qui rendra nos pays plus souverains, c'est aujourd'hui à notre portée. Merci. Voter pour que la France soit représentée dans ce qui sera demain le seul lieu où nous pourrons changer de cap en Europe pour la France et pour les Français. Et Raphaël Glucksmann, quelques secondes pour conclure. Ce que je vous propose, c'est de sonner la fin du déclin européen. C'est de redevenir maître de notre destin. Depuis des semaines, une espérance est en train de naître. C'est le retour au premier plan de la gauche européenne, humaniste française.
Et moi, ce que je vous propose, c'est de construire cette puissance écologique européenne ensemble. Alors, le 9 juin, soyez au rendez-vous. Renversons ensemble la scène politique française et montrons que la gauche de Jacques Delors et de Robert Badinter n'est pas morte. Merci à tous les 8 d'avoir participé à ce débat ce soir. Merci également aux auditeurs d'RMC et aux téléspectateurs de BFM TV de nous avoir suivis. Merci à Pauline, merci au public qui était avec Max. nous ce soir, nombreux dans ce studio. Tout de suite sur BFM TV, c'est Julia Met que vous retrouvez pour le débrief de ce débat. Les meilleurs moments, les premières réactions en direct, c'est jusqu'à 1h du matin sur BFM. Et sur RMC, c'est avec l'after foot que je vous laisse avec Gilbert Briouat. Bonsoir à tous. Et allez voter le 9 juin.